Chaque année, plus de 5 000 milliards de sacs en polyéthylène sont produits dans le monde, assez pour envelopper la planète entière plusieurs fois. Ce matériau est devenu le héros invisible de la civilisation moderne. Il est dans nos maisons, nos voitures, nos hôpitaux et même dans l'espace. Mais comment, à partir de simples granulés, naît un film fin, solide et transparent, capable de supporter des centaines de kilogrammes? Et que cache sa surface brillante? Une merveille technologique ou une menace écologique? Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce dont même les fabricants parlent rarement. Le prix du polyéthylène en 2025 reste relativement stable, avec de légères fluctuations en raison de l'équilibre entre les capacités de production et la demande mondiale. Les prix sont influencés par le coût de la matière première, l'éthylène, qui dépend des marchés pétroliers, ainsi que par des facteurs logistiques et politiques régionaux. La première étape est la préparation de la matière première. Pour la fabrication du polyéthylène, on utilise des granulés de polymère qui subissent un nettoyage préalable pour éliminer les impuretés. Cela garantit la qualité du produit final et prévient les dommages à l'équipement. Si un matériau coloré ou spécial est requis, on ajoute aux granulés des colorants et des stabilisants, choisis en fonction de la commande. Ensuite, la matière première est chargée dans une extrudeuse à haute température. Au cours de cette étape, les granulés de polyéthylène sont chauffés à une température d'environ 150 à 250 degrés Celsius, où ils fondent et forment une masse en fusion visqueuse et homogène. Les installations d'extrusion sont équipées de systèmes de contrôle stricts de la température et de la pression, ce qui garantit la constance de la qualité de la masse en fusion. Chaque année, plus de 5 500 milliards de sacs en polyéthylène sont fabriqués dans le monde, ce qui illustre l'ampleur de l'utilisation de ce matériau. Cependant, en raison de la conscience écologique et des réglementations, les tendances évoluent vers une réduction du plastique à usage unique et une augmentation de la part des matériaux biodégradables et recyclés. La partie suivante du processus est l'extrusion du polymère lui-même. Le polyéthylène fondu est extrudé à travers une filière de formage sous la forme d'un tube ou d'un film fin qui est ensuite façonné aux dimensions requises. Selon sa destination, il peut s'agir d'un film pour sac ou d'une large gaine pour l'emballage. Le matériau sort de l'extrudeuse très chaud et continue son chemin sur la ligne de production. La formation du film implique son soufflage. De l'air est injecté dans le tube, ce qui étire la nappe en largeur et jusqu'à l'épaisseur correspondant aux exigences techniques. Ce processus se déroule dans une chambre spéciale à climat contrôlé, où une température et une pression optimales sont maintenues pour la stabilité du film. L'histoire du polyéthylène remonte à plus de 100 ans. Il a été synthétisé pour la première fois en 1899, mais la production industrielle n'a commencé qu'au milieu du XXe siècle. En 1977, les sacs en polyéthylène sont devenus un produit de masse et depuis lors, leur nombre dans le monde augmente chaque seconde. Aujourd'hui, rien que pour la fabrication de sacs, on en utilise plus de 160 000 pièces par seconde et le volume annuel de sacs atteint plusieurs billions. Une fois le film formé, il passe par une étape de refroidissement. Pour cela, on utilise un soufflage d'air ou des chambres à eau qui abaisse rapidement la température du polyéthylène, le figeant dans un état stable. Le refroidissement est important pour prévenir la déformation et assurer une épaisseur uniforme de la nappe. L'utilisation du polyéthylène est extrêmement large. Il s'agit de matériaux d'emballage pour les produits alimentaires, de films pour les serres, de tuyaux pour l'approvisionnement en eau, de pièces automobiles, ainsi que de produits médicaux.
seringues, emballages pour médicaments et bien d'autres. Le polyéthylène est assez plastique. On peut le façonner de diverses manières, ce qui en a fait l'un des matériaux les plus demandés dans l'industrie. Après refroidissement, le film passe par un système de rouleaux. C'est le processus d'étirage. Les rouleaux servent de régulateurs d'épaisseur et d'uniformité du revêtement. Grâce à ces rouleaux, le film acquiert une épaisseur homogène, indépendamment de sa vitesse de déplacement sur la ligne, et obtient également la texture et la finesse souhaitées. Ensuite, le film ou la gaine de polyéthylène est soumise à la découpe. Des machines de découpe automatisées coupent le matériau en feuilles standards ou ajustent la longueur des rouleaux, prêts à être envoyés à la production d'emballage. Cette étape exige une grande précision pour éviter les défauts et garantir la qualité. Si nécessaire, les films finis peuvent subir un traitement supplémentaire, impression, soudure ou laminage. Cela rend les produits plus fonctionnels, plus esthétiques ou plus résistants aux conditions extérieures. À la fin de tout le cycle, le produit fini est emballé, marqué et préparé pour l'expédition au client. Ces étapes concluent une chaîne technologique complexe qui allie chimie, mécatronique et automatisation pour la fabrication d'un film polyéthylène de haute qualité. Dans la production, parallèlement aux opérations technologiques, des systèmes de contrôle qualité vérifient les caractéristiques mécaniques, optiques et physico-chimiques du produit. Cela garantit que le polyéthylène répond à toutes les normes internationales et aux exigences des utilisateurs finaux. L'ensemble du cycle de production repose sur l'interaction de nombreux maillons, de la préparation des granulés à l'étape finale de l'emballage, combinant harmonieusement les technologies modernes pour créer des matériaux sans lesquels la vie d'aujourd'hui serait difficile à imaginer. Cependant, le polyéthylène présente aussi certains inconvénients. Il se décompose lentement dans des conditions naturelles, 200 ans. De plus, sous l'influence des rayons ultraviolets, le polyéthylène peut subir un photovieillissement, ce qui entraîne une perte de résistance et une modification de ses propriétés. Pour prévenir cela, on ajoute des photostabilisants à la composition du polyéthylène. En réponse à une conscience écologique croissante, des travaux actifs sont menés dans le monde pour créer des variantes de polyéthylène biodégradables et plus écologiques, ainsi que pour améliorer ses technologies de recyclage. L'une des tendances est la mise en place de l'économie circulaire, où les anciens produits en polyéthylène sont collectés et transformés en nouveaux, minimisant ainsi la production de déchets plastiques. Les granulés de polyéthylène et l'aggloméré, obtenus lors du processus de recyclage, servent de matière première pour la fabrication d'une large gamme de produits industriels et ménagers. À partir de ces granulés, on produit des matériaux d'emballage, des films fins pour l'emballage alimentaire, des sacs en film pour les supermarchés et des sacs en polyéthylène à usage unique. Ces produits en film peuvent avoir des propriétés différentes selon le type de polyéthylène. Outre les produits d'emballage, on fabrique à partir des granulés des récipients rigides, conteneurs, bouteilles, caisses, seaux, largement utilisés dans l'industrie alimentaire, cosmétique et chimique. La matière première secondaire est également utilisée pour la production de tuyaux, pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la protection des câbles. Les tuyaux en polyéthylène ont une grande résistance à la corrosion et une durée de vie de plus de 50 ans. Vous n'imaginez même pas ce qui se cache sous les déserts de sel d'Amérique du Sud. Là, au milieu des étendues arides et balayées par les vents,
se trouve un matériau sans lequel notre monde moderne s'arrêterait net. Téléphones, voitures électriques, même les satellites, tout fonctionne grâce à lui. On l'appelle l'or blanc, et une véritable guerre se joue déjà pour lui entre les pays et les multinationales. Mais pourquoi ce métal blanc argenté est-il devenu si précieux qu'on l'extrait même des entrailles bouillonnantes de la Terre? Et surtout, que se passera-t-il quand il sera épuisé? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez le dangereux secret que cache le lithium. Imaginez le métal le plus léger de l'univers, d'un blanc argenté, extrêmement réactif et doté de la capacité unique de stocker une énorme quantité d'énergie. C'est le lithium, l'élément numéro 3 du tableau périodique, qui s'est révélé être un véritable trésor des temps modernes. Découvert il y a plus de 2 siècles, en 1817, il a d'abord trouvé des applications assez prosaïques, dans la production de verre, de céramique et même en médecine. Mais la véritable heure de gloire du lithium est arrivée à la fin du siècle dernier, lorsque le monde a été saisi par la fièvre des batteries lithium-ion. C'est alors que l'on a compris que l'on avait affaire à bien plus qu'un simple métal. On a commencé à appeler le lithium l'or blanc, non pas pour son éclat, mais pour son importance stratégique. De la même manière que l'or était le symbole de la richesse, le lithium est aujourd'hui un indicateur de progrès technologique et d'indépendance énergétique. Sa demande croît si rapidement que nous cherchons constamment de nouvelles sources et améliorons les méthodes d'extraction. Alors, où se cache cet or blanc? Ces gisements sont disséminés sur la planète, mais les plus grandes réserves, vraiment gigantesques, sont concentrées dans quelques régions clés. Imaginez un immense triangle du lithium en Amérique du Sud, qui englobe des parties du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie. Ce sont d'infinies étendues de déserts de sel, sous la surface desquels se cache une véritable richesse. De plus, des réserves importantes se trouvent en Australie, en Chine et aux États-Unis. Il existe 2 méthodes principales pour extraire ce précieux métal. La première, actuellement la plus répandue et la plus économique, est l'extraction des lacs salés, ou comme on les appelle aussi, des saumures. Imaginez comment, dans des régions arides et sévères, comme le célèbre Salar d'Atacama au Chili, ou le majestueux Salar d'Uyuni en Bolivie, d'énormes pompes extraient les saumures souterraines, saturées de lithium. Ce liquide est ensuite pompé dans de gigantesques bassins d'évaporation, semblables à des miroirs d'un bleu ou d'un vert éclatant. Sous un soleil de plomb et les rafales de vent, l'eau s'évapore progressivement, concentrant le lithium avec d'autres minéraux. Ce processus naturel, mais lent, peut durer de plusieurs mois à 2 ans. Mais son principal avantage réside dans les coûts d'extraction relativement bas. Cependant, il y a aussi des défis. Le processus nécessite d'énormes quantités d'eau, une ressource rare dans ces régions désertiques, et il dépend aussi des caprices de la météo. L'autre méthode importante est l'extraction des roches dures, notamment des minéraux comme le spodumène. C'est une véritable exploitation minière, qui rappelle la recherche de minéraux traditionnels. En Australie, par exemple, il existe de gigantesques carrières à ciel ouvert où l'on extrait des roches contenant du lithium. Une fois ces roches extraites, elles sont concassées, puis, par des procédés spéciaux comme la flottation, on sépare les minéraux de lithium. Ensuite, les minéraux subissent un traitement thermique. On les grille à haute température, puis on procède à un traitement chimique pour obtenir le lithium pur sous forme de sel, par exemple du carbonate ou de l'hydroxyde de lithium. Cette méthode permet d'obtenir du lithium plus rapidement,
et ne dépend pas de la météo. Mais elle est beaucoup plus coûteuse et a un impact environnemental plus important, car elle implique la destruction du paysage et la production d'une grande quantité de déchets. Mais l'humanité ne reste pas les bras croisés. Les scientifiques et les ingénieurs explorent de nouvelles sources de lithium, plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, certaines eaux géothermales contiennent également des concentrations importantes de ce métal, et des technologies d'extraction directe du lithium de ces sources thermales sont déjà en cours de développement. Cela pourrait être une véritable révolution, offrant une méthode d'extraction plus propre et plus efficace. De grandes réserves de lithium ont également été découvertes dans des gisements d'argile, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Et bien sûr, l'avenir appartient au recyclage. Le recyclage des batteries lithium-ion usagées devient de plus en plus important. Cela réduit non seulement le besoin d'extraction primaire, mais contribue également à créer une boucle fermée, ce qui est essentiel pour le développement durable. Car le lithium, comme toute ressource, n'est pas infini. Une fois que le lithium est extrait sous forme de matière première, une véritable alchimie commence. Il subit un processus de transformation complexe et en plusieurs étapes pour devenir apte à la production de batteries de haute technologie. D'abord, à partir de la matière première extraite, on obtient les principaux produits industriels, le carbonate de lithium ou l'hydroxyde de lithium. Le carbonate de lithium est le plus souvent obtenu à partir des saumures. C'est un composé relativement simple et peu coûteux, largement utilisé dans les batteries de nos smartphones et de certains types de voitures électriques. L'hydroxyde de lithium, produit à la fois à partir de saumures et de roches dures, devient de plus en plus populaire. Il permet de créer des cathodes plus riches en énergie, les électrodes positives des batteries, ce qui signifie que les voitures électriques pourront parcourir de plus grandes distances avec une seule charge. C'est le lithium qui est le composant clé de la cathode, la partie la plus importante de la batterie lithium-ion. Il existe plusieurs recettes pour créer les matériaux de cathode, chacune ayant ses propres avantages. Par exemple, l'oxyde de lithium-cobalt est utilisé pour l'électronique portable. Pour les voitures électriques, on utilise le plus souvent de l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt qui offre un excellent équilibre entre énergie, puissance et sécurité. Pour les véhicules commerciaux et certains modèles de voitures électriques, on choisit parfois du phosphate de fer lithié, qui, bien qu'ayant une densité d'énergie plus faible, se distingue par sa grande sécurité et sa longue durée de vie. Une fois que tous les composants, la cathode, l'anode, le séparateur qui les isole et l'électrolyte sont prêts, ils sont assemblés en éléments de batterie individuels, appelés cellules. Ce processus se déroule dans des conditions d'une propreté extrême et exige une précision incroyable. Ensuite, ces cellules sont connectées ensemble pour former des modules, puis plusieurs modules sont regroupés pour former un grand pack de batteries. C'est ce pack qui devient le cœur de la voiture électrique. Chaque pack est équipé d'un système de gestion électronique complexe qui surveille en permanence la charge, la décharge, la température et l'état général de chaque cellule individuelle, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité. Bien que les voitures électriques jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est important de comprendre que l'extraction du lithium a aussi ses propres défis environnementaux. L'une des questions les plus critiques est l'utilisation de l'eau. Cela concerne particulièrement l'extraction des saumures dans les régions arides, où l'eau est une ressource extrêmement rare. Certaines méthodes peuvent nécessiter jusqu'à 2 millions de litres d'eau pour produire une seule tonne de lithium. Il existe également un risque de contamination des sols et des sources d'eau
par les réactifs chimiques utilisés dans le processus de traitement, si les normes environnementales les plus strictes ne sont pas respectées. Et bien sûr, l'exploitation minière, en particulier les carrières à ciel ouvert, peut entraîner la destruction des paysages naturels et des habitats de la faune sauvage. Chaque matin, des millions de personnes commencent leur journée avec une tasse de café. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce qui reste au fond de la tasse pourrait alimenter des villes entières? Le marc de café, que nous jetons sans y penser, se transforme en biocarburant, capable de remplacer le pétrole. Il fait déjà rouler des bus, chauffe des bâtiments et est même utilisé dans la production d'emballages écologiques. Mais ce qui est étrange, c'est que cette ressource est l'une des plus massives au monde, et nous ne réalisons toujours pas sa véritable puissance. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment le simple marc de votre machine à café pourrait changer l'énergétique de la planète. Le marc de café, en volume aussi important que 50 millions de tonnes par an, est principalement généré par la production et la consommation mondiale de café. Pour comprendre l'échelle, en 2025, la production mondiale de café est estimée à environ 178 millions de sacs de 60 kg. Cela représente environ 11 millions de tonnes de grains. Les plus grands producteurs sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie, l'Éthiopie et d'autres pays où les plantations de café s'étendent sur des millions d'hectares. Après le traitement des grains et la préparation des boissons au café, il reste un déchet, le marc de café, qui représente environ 20 à 25% de la masse initiale des grains. Cela signifie qu'à partir de 11 millions de tonnes de café, on obtient environ 2 à 3 millions de tonnes de marc comme sous-produit. Une autre contribution majeure aux volumes totaux provient des cafés, des restaurants, des hôtels, des bureaux et même des ménages, qui consomment massivement du café chaque jour. Les grandes villes et les pays avec un marché du café développé génèrent des tonnes de marcs de café quotidiennement. Par exemple, un grand café peut accumuler des centaines de kilogrammes de déchets par jour et les chaînes de café du monde entier des dizaines de milliers de tonnes par an. La collecte du marc pour un traitement ultérieur est organisée à la fois par des projets locaux, des entreprises de gestion des déchets qui collaborent avec des cafés, et par des entreprises à grande échelle qui créent des chaînes d'économie circulaire, un cycle fermé où le sous-produit devient une ressource. L'idée d'utiliser le marc de café pour produire du biocarburant est née en réponse aux défis environnementaux croissants liés à la combustion des énergies fossiles et aux problèmes des déchets de l'industrie alimentaire. Les premières recherches scientifiques dans ce domaine sont apparues au début des années 2000, lorsque les scientifiques ont commencé à explorer le potentiel des déchets organiques pour la production d'énergie propre. Le marc de café, riche en huile et en glucides, s'est révélé être une matière première prometteuse pour la production de biodiesel et de biogaz. Entre 2018 et 2020, les innovations en biotechnologie ont commencé à mettre en œuvre plus activement les technologies d'extraction des huiles du marc de café usagé. En particulier, la méthode de transformation de ces huiles en biodiesel a été activement développée par des chercheurs de l'Union européenne et d'Amérique du Nord. L'une des percées a été la création de processus permettant d'utiliser l'huile résiduelle sans opérations chimiques coûteuses et complexes, ce qui a rendu la production de biocarburants à la fois économiquement viable et écologique. La transformation du marc de café pour alimenter ne serait-ce que 1000 réacteurs nucléaires,
sous forme de biocarburants ou d'engrais, représente une industrie à grande échelle, avec un potentiel écologique et économique considérable. Lorsque le marc de café usagé arrive à l'usine de traitement, un processus technologique détaillé en plusieurs étapes commence, transformant ce déchet organique en un produit utile. Ces informations sont basées sur l'exemple de la start-up ukrainienne Rekava, qui est devenue l'un des leaders dans ce domaine, ainsi que sur d'autres initiatives écologiques modernes. La première étape est de récupérer le marc auprès de partenaires. Cafés, restaurants, bureaux, grandes chaînes comme McDonald's. Un petit café génère environ 5 kg de marc de café par jour. Les grandes chaînes, des dizaines de kilogrammes. Il est important que le marc soit collecté et transporté rapidement pour éviter qu'il ne se détériore et ne dégage de mauvaises odeurs. Le séchage du marc de café consiste à l'étaler en une fine couche sur des clés de séchage spéciales ou des convoyeurs, où de l'air chaud traverse le matériau. La température de séchage est généralement maintenue aux alentours de 55 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour détruire les micro-organismes et éliminer l'excès d'humidité, sans pour autant détruire les nutriments. Le marc séché devient moins acide, plus stable et plus compact à stocker, réduisant ainsi le risque de moisissure. Grâce à cela, le marc peut être conservé longtemps dans des conteneurs hermétiques sans que sa qualité ne se dégrade. La congélation est une alternative ou une mesure complémentaire, utilisée lorsque le séchage n'est pas pratique ou qu'une conservation rapide est nécessaire sans perte des propriétés fraîches. Le marc est placé dans des sacs ou des conteneurs hermétiques et congelé à une température de moins 18 degrés ou moins. Dans cet état, tous les processus biochimiques et le développement des micro-organismes sont stoppés, préservant les composants aromatiques, les huiles et la plupart des nutriments dans leur état le plus naturel. Lors de la décongélation, le marc de café ne perd pas ses propriétés et est apte à un traitement ultérieur. Avant la congélation proprement dite, le marc est souvent mélangé à des matériaux organiques neutres, où on y ajoute des conservateurs naturels, ce qui améliore sa texture et ses propriétés après décongélation. C'est important pour faciliter le transport et le stockage. Le marc de café contient des substances aromatiques, de l'huile de café et de petites impuretés. Les technologues de l'usine effectuent plusieurs étapes de purification pour neutraliser l'odeur, afin que les produits finis ne sentent pas le café, et pour éliminer les contaminants étrangers. Ils utilisent des méthodes de tamisage, de lavage et des traitements spéciaux. À l'usine, le marc est acheminé vers un équipement de broyage spécial. Il peut s'agir de broyeurs à marteau, à couteau ou à rotor, qui fonctionnent sur le principe de la fragmentation des particules. Grâce à la grande vitesse de rotation des marteaux ou des couteaux, le marc se transforme en une poudre homogène, à la granulométrie contrôlée. Il est important de respecter un degré de broyage optimal. Une poudre trop grossière compliquerait le mélange ultérieur et réduirait l'efficacité de l'extraction des substances utiles, tandis qu'une poudre trop fine pourrait nuire au débit de l'équipement et provoquer des émissions de poussière. C'est pourquoi on sépare les fractions nécessaires à l'aide d'un système de tamis et de filtres, et les fragments inadaptés sont renvoyés pour un nouveau broyage. L'homogénéité de la poudre assure une combinaison parfaite avec d'autres additifs naturels, par exemple de la coquille d'œuf ou de la fibre de maïs, pour améliorer la qualité du produit final, engrais, biocarburants ou emballage biodégradable écologique. Après la préparation du mélange, il est pressé dans un moule.
Il peut s'agir d'un gobelet jetable, d'un pot pour semis ou d'un autre article. Le pressage permet de donner au matériau la forme et la densité souhaitées. Le produit fini est recouvert d'une couche protectrice naturelle spéciale, par exemple développée à base de maïs, pour augmenter sa solidité et son imperméabilité, tout en préservant son caractère écologique et biodégradable. Les articles sont séchés pour éliminer définitivement l'humidité, puis emballés pour la vente. Les déchets de production ne sont pas non plus jetés. L'extrait de café est utilisé pour l'aromatisation, l'huile de café pour le biocarburant, et les résidus sont mélangés à d'autres matières premières pour faire des engrais ou des pellets. Imaginez, le matériau de construction le plus répandu sur la planète ne naît pas dans un laboratoire, mais dans la gueule d'un véritable dragon industriel. La roche, qui hier encore faisait partie de la Terre, est aujourd'hui arrachée à sa falaise par une explosion, réduite en une poussière plus fine que de la farine, et traverse un enfer de feu à plus de 1400 degrés. Dans ce brasier, la pierre devient quelque chose de nouveau, le clinker, le cœur du ciment. Chaque année, l'humanité crée plus de 4 milliards de tonnes de cette poudre grise, assez pour construire un mur capable d'encercler la Terre plus de 40 fois. Mais il y a un secret. Sans un ajout infime, presque imperceptible, tout ce ciment serait inutile. Quel est cet ingrédient mystérieux? Vous ne le découvrirez qu'à la fin. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais dans une immense blessure ouverte sur le corps de la Terre. Une carrière. L'ingrédient principal de notre recette, représentant environ 80% de la masse totale, est le calcaire. Une simple pierre qui est essentiellement le reste fossilisé d'anciennes créatures marines. Pour l'arracher à sa roche-mère, les ingénieurs mènent une véritable opération spéciale. Ils forent des dizaines de trous profonds, y placent des centaines de kilogrammes d'explosifs, et avec un boum sourd et profond qui fait trembler la terre à des kilomètres à la ronde, des milliers de tonnes de pierres se détachent du massif rocheux. Ensuite, de véritables monstres entrent en scène, des tombereaux de carrière, dont les roues sont plus hautes qu'un homme. Un excavateur gigantesque, dont le godet peut soulever d'un seul coup le poids de plusieurs voitures, charge ces blocs de pierre dans les bennes des camions. Ces géants jaunes transportent leur cargaison jusqu'au premier point de transformation, le concasseur primaire. Le concasseur primaire est une énorme gueule d'acier aux mâchoires massives qui, dans un fracas assourdissant, écrase des blocs de plusieurs tonnes en morceaux de la taille d'un ballon de football. En même temps que le calcaire, on ajoute dans le concasseur le deuxième ingrédient important, de l'argile ou du schiste. Ils sont la source du silicium, de l'aluminium et du fer, nécessaires à la bonne chimie de notre futur ciment. Après ce broyage primaire, la pierre est acheminée par un convoyeur vers une aire de stockage, puis vers l'étape suivante où elle doit être transformée en poudre. Elle arrive dans un broyeur de cru. Il peut s'agir soit d'un tambour géant en rotation, rempli de boulets d'acier qui broient la pierre dans un grand vacarme, soit, de manière plus moderne, d'un broyeur vertical à rouleau. Imaginez une immense assiette rotative, sur laquelle roulent avec une force colossale plusieurs rouleaux d'acier massif. La pierre est introduite sous ces rouleaux et est tout simplement pulvérisée en une poudre extrêmement fine, plus fine que de la farine. Un puissant courant d'air chaud saisit cette poussière et l'entraîne hors du broyeur. Ce processus broie et sèche la matière première simultanément. La poudre obtenue, appelée la farine crue, est soigneusement mélangée dans d'immenses silos, à l'aide d'air comprimé, pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Et c'est maintenant que ce mélange gris et poudreux est prêt pour sa rencontre avec le feu.
Il entame son voyage au cœur même de l'usine, dans le ventre du dragon industriel, le four rotatif. Un immense tube d'acier, long de 200 mètres, comme 2 terrains de football, revêtu à l'intérieur de briques réfractaires. Ce tube est installé avec une légère inclinaison et tourne très lentement, presque imperceptiblement, sur son axe. La farine crue est introduite par l'extrémité supérieure, légèrement surélevée. Et par l'extrémité inférieure, un brûleur géant projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme le moteur d'une fusée. La température dans cette zone atteint le chiffre absolument infernal de 1450 degrés Celsius. Notre poudre, en s'écoulant et en roulant lentement vers le bas grâce à la rotation et à l'inclinaison, commence son long et chaud voyage à la rencontre de ce feu. À l'intérieur du four, elle traverse plusieurs zones de température et des transformations étonnantes s'y produisent. D'abord, dans la zone la plus froide, le reste d'humidité s'évapore. Ensuite, lorsque la température atteint 900 degrés, a lieu le processus de calcination. Le dioxyde de carbone est libéré du calcaire, qui se transforme en oxyde de calcium. Et enfin, dans la zone la plus chaude, au cœur de l'enfer, se produit l'essentiel, la clinkérisation. L'oxyde de calcium réagit avec les oxydes de silicium, d'aluminium et de fer, formant de tout nouveaux minéraux au nom complexe, comme l'halite et la bélite. La poudre fond et se transforme en petites billes sombres, gris-noir, de la taille d'un pois à celle d'une noix. C'est le clinker, le cœur et l'âme du ciment. C'est, en somme, de l'énergie chimique en conserve, qui attend son heure pour se réveiller. Le clinker, chauffé au rouge, tombe de l'extrémité inférieure du four et arrive immédiatement dans un refroidisseur spécial. Là, il est soufflé par de puissants courants d'air froid. C'est une étape très importante. Un refroidissement rapide fige la structure chimique du clinker dans son état le plus actif. Le clinker refroidi, dur comme la pierre, est acheminé par un convoyeur vers un silo de stockage, où il peut être conservé pendant des mois. Et voici l'étape finale de la transformation. Le clinker en lui-même n'est qu'un tas de cailloux inactifs. Pour le transformer en ciment, il faut à nouveau le broyer, en une très fine poussière. On le charge dans un broyeur à ciment qui ressemble beaucoup au broyeur de cru, un immense tambour rempli de boulets d'acier. Mais avant de commencer le broyage, on ajoute au clinker un dernier ingrédient, incroyablement important, environ 5% de gypse. Le gypse, c'est le frein de notre ciment. Sans lui, le ciment, une fois mélangé à l'eau, prendrait presque instantanément, se transformant en pierre en quelques minutes, et il serait impossible de travailler avec. Le gypse régule ce processus, donnant au constructeur un temps précieux. Et voilà que ce mélange de clinker et de gypse est broyé pendant des heures dans le broyeur, jusqu'à se transformer en cette poudre grise, incroyablement fine, que nous connaissons tous. Ces particules sont si fines qu'elles peuvent passer à travers un tamis capable de retenir l'eau. Le ciment fini, encore tiède après le broyage, est acheminé par des tuyaux pneumatiques, comme par des vaisseaux sanguins, vers d'immenses et hauts silos de stockage. Ce sont des tours gigantesques qui contiennent des milliers de tonnes de produits finis. De là, il est expédié aux consommateurs, soit ensachés dans des sacs en papier pour la vente au détail, soit chargés en vrac dans des camions-citernes spéciaux ou des wagons de chemin de fer. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de la roche solide à la poudre, en passant par le broyage, le mélange, une cuisson infernale dans le ventre du dragon et un broyage final, naît cette humble poudre grise, prête, au contact de l'eau, à se réveiller et à se transformer en une pierre solide et fiable qui deviendra la fondation de nos maisons, de nos ponts et de nos villes entières. Chaque année, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites dans le monde. Ce chiffre est absolument ahurissant. Essayons d'imaginer.
cela signifie que pour chaque personne sur la planète, pour vous, pour moi, pour chacun, on produit plus d'une demi-tonne de cette poudre grise chaque année. C'est le matériau de construction le plus utilisé sur Terre après l'eau. Et si l'on prenait tout ce ciment et qu'on en construisait un mur continu d'1 mètre de large et d'1 mètre de haut, ce mur pourrait faire le tour de notre planète le long de l'équateur plus de 40 fois, chaque année. Chaque année, plus d'1 milliard de mètres cubes de bois sont abattus dans les forêts du monde. Mais rares sont ceux qui savent à quoi ressemble vraiment le travail sur les séquoias géants, des arbres qui ont survécu à des empires et ont même vu les mammouths. Imaginez, un tronc de plusieurs mètres de diamètre et pesant des dizaines de tonnes, tournant sur un tour, lentement et avec un bruit sourd, comme le cœur de la Terre. Chaque passage de l'outil révèle un motif unique, façonné par la nature pendant des millénaires. Le secret de cet artisanat est stupéfiant. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un fait qui changera à jamais votre vision du travail du bois. Le travail du bois, à une telle échelle, exige un équipement spécialisé et un savoir-faire considérable. La machine montrée dans la vidéo fait partie des tours géants, adaptées pour usiner des pièces énormes. Sa zone de travail peut accueillir des pièces de plusieurs mètres de diamètre, et la longueur d'usinage atteint des dizaines de mètres. Un moteur puissant assure une rotation stable et douce du bois, même avec des poids importants. À l'aide de tels tours, les artisans retirent progressivement la couche extérieure d'écorce et de bois, en utilisant des outils de coupe et des racloirs affûtés. Le travail est mené avec une précision maximale, car la moindre erreur pourrait entraîner la perte d'un matériau précieux. Le maître artisan contrôle le processus d'usinage, ajustant la vitesse de rotation et la pression des outils sur le bois, pour façonner progressivement des formes complexes ou simples. D'abord, on enlève les grosses excroissances lamellaires, puis on passe à un polissage plus détaillé, qui permet de souligner la texture naturelle et de rendre le bois parfaitement lisse. Le travail du bois de séquoia n'est pas un simple processus technologique, mais une forme d'art, car chaque création est unique en raison des particularités naturelles du matériau. La grande densité et la dureté du séquoia rendent le processus complexe, tout en soulignant la qualité de l'œuvre. Les séquoias poussent principalement dans des zones de répartition naturelle limitées, c'est pourquoi la préservation et l'utilisation rationnelle de leur bois sont d'une grande importance. L'abattage des séquoias géants a autrefois conduit à la quasi-disparition des grands arbres dans certaines régions. Par exemple, au 19e siècle, la société Kings River Lumber a abattu illégalement plus de 8000 de ces géants, provoquant une catastrophe écologique qui a affecté le climat et la biodiversité de la région. Les technologies modernes de transformation du bois permettent de tirer le meilleur parti de ce bois précieux en minimisant les pertes. L'utilisation de tours innovants, comme dans la vidéo, permet de travailler avec des pièces grandes et non standards, d'utiliser le matériau de manière rationnelle et de créer des produits de haute qualité. Le bois de séquoia, grâce à sa solidité et sa résistance à la pourriture, est un matériau de valeur pour la construction et la fabrication de meubles. Cependant, en raison du statut de protection de ces arbres, l'exploitation commerciale de leur bois est strictement réglementée. En raison du diamètre gigantesque de la pièce et de son poids de plusieurs tonnes, le tour fonctionne à très bas régime pour éviter les vibrations et assurer une coupe contrôlée.
le maître artisan ajuste manuellement la pression des outils pour ne pas endommager le matériau. Le travail se déroule en plusieurs étapes. D'abord une coupe grossière, puis un usinage détaillé et un polissage, comme nous l'avons déjà mentionné. Après l'usinage sur les tours, on fabrique à partir des troncs géants divers objets d'intérieur et d'art, de grandes colonnes décoratives, des meubles et des sculptures jusqu'à des planches de finition. En raison de la beauté naturelle de la texture et des couleurs de ce bois, les œuvres deviennent souvent des objets architecturaux ou de design unique. De nombreux troncs de séquoia géants sont également transformés en panneaux pour des parquets haut de gamme ou pour la construction de bâtiments de prestige, où l'on apprécie non seulement la durabilité, mais aussi un environnement fait de matériaux écologiquement purs. Dans certains cas, le bois est utilisé pour la fabrication de wagons, de traverses de chemins de fer, de poteaux télégraphiques et même de structures sous-marines, où la résistance à la pourriture et la solidité sont essentielles. On sait que certains séquoias anciens sont utilisés à des fins touristiques ou culturelles. Par exemple, aux États-Unis, on crée des tunnels dans des géants abattus, où les voitures peuvent passer librement, et d'autres troncs sont transformés en galeries ou en restaurants. Ce sont des attractions touristiques populaires. Le travail sur les troncs de séquoia géants est l'œuvre d'artisans hautement qualifiés, qui alignent une connaissance approfondie du travail du bois, à un goût artistique certain et à une grande maîtrise technique. Pour atteindre le niveau que l'on peut voir dans la vidéo, il faut un long parcours d'apprentissage et de pratique, la maîtrise d'une série d'outils et de techniques spécialisées. L'apprentissage de ce métier commence par l'acquisition des compétences de base en menuiserie. Travail du bois avec des outils manuels, sciage, ponçage, techniques de sculpture de base. Cela peut prendre plusieurs années d'école professionnelle ou de formation en fonction de l'intensité de l'enseignement et des aptitudes naturelles. Le niveau suivant est l'apprentissage du tournage sur bois, en particulier la réalisation de pièces complexes sur de grandes machines. Cela demande une grande précision et une grande sensibilité pour contrôler la force et la direction des outils, tenir compte de la texture et de la structure du bois, et éviter les fissures et les irrégularités. Les artisans travaillant sur le séquoia utilisent activement une variété d'outils de tournage, des gouges de différentes formes et configurations, des racloirs, des bédanes. Pour l'ébauche, ils commencent avec de grandes gouges à dégrossir, qui enlèvent d'épaisses couches de bois, avant de passer à des outils plus fins et plus délicats pour le polissage et les détails. Les outils sont généralement en acier rapide ou dotés de plaquettes en carbure pour une durabilité et un tranchant maximum. Parallèlement au travail des outils, l'opérateur contrôle la vitesse de rotation de la pièce, ce qui est d'une importance capitale. En raison des dimensions gigantesques du séquoia, les tours de la machine sont très bas pour éviter les vibrations et assurer une coupe uniforme. La pression de l'outil est également régulée manuellement, ce qui exige une grande maîtrise et un ressenti du bois. Outre les aspects techniques, ces artisans ont une vision artistique développée. Le travail sur un bois géant n'est pas un simple travail mécanique, mais un processus créatif au cours duquel une œuvre unique prend forme. Pour y parvenir, il faut allier la connaissance de la technique à la compréhension des propriétés naturelles du matériau et à des compétences artistiques. Dans les milieux professionnels, l'apprentissage peut durer de 5 à 10 ans, surtout s'il s'agit de travailler avec des arbres grands et coûteux. Souvent, les artisans font des stages, apprennent auprès de tourneurs expérimentés, participent à des masterclass et à des écoles d'art.
Après une formation de base, l'artisan continue de se perfectionner, acquérant de l'expérience avec différentes essences de bois, de grandes pièces, des formes et des techniques complexes, créant ainsi des objets d'art uniques. C'est le respect rigoureux de la technologie, associé à une approche créative, qui permet d'atteindre des résultats impressionnants. Chaque année, plus de 350 millions de mètres cubes de grumes sont acheminés des forêts vers les scieries du monde entier. C'est assez de bois pour construire 1,5 million de maisons américaines. Mais voici une énigme. Seule la moitié de chaque grume parfaite est transformée en planche. Où disparaît le reste? Elle devient partie intégrante d'une industrie cachée que peu de gens connaissent. Imaginez, copeaux, sciures et même l'écorce trouvent une nouvelle vie, alimentant des filières de production entières. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret de la transformation d'un simple arbre en des milliers de produits qui vous entourent au quotidien. Lorsqu'une grume ronde et parfaite arrive à la scierie, quelle part, à votre avis, se transforme en planches finies et rectangulaires? La réponse, seulement environ 50%. Oui, à peine la moitié. Et où va le reste? Il ne disparaît pas, il se transforme en tout un écosystème de sous-produits. Environ 38% de la grume deviennent des copeaux. Ce ne sont pas des déchets, c'est de l'or pour d'autres industries. Ces copeaux partent vers des usines où l'on en fait du papier, du carton, et bien sûr, nos vieilles connaissances. Les panneaux de particules, les panneaux de fibres et les panneaux à copeaux orientés. Encore environ 12%, ce sont la sciure et l'écorce. La sciure est également utilisée pour la production de panneaux, ou est compressée en pellets de combustible. Et l'écorce est souvent brûlée directement à la scierie, dans ses propres chaudières, produisant de l'énergie pour les séchoirs et l'usine elle-même. Cela rend les scieries modernes étonnamment éco-énergétiques. De ces 350 millions de mètres cubes de grumes, on obtient environ 175 millions de mètres cubes de bois de sciage, c'est-à-dire de planches. C'est assez pour construire 1,5 million de maisons à ossature bois américaine de taille moyenne. Et la part du lion de cette production, plus de 75%, est du bois de résineux, comme le pin et le sapin. C'est le fameux lumber, avec lequel on construit la grande majorité des maisons aux États-Unis. Une immense colline chaotique de grumes fraîchement coupées, chacune longue de plusieurs dizaines de mètres et pesant plusieurs tonnes. Elles sont empilées les unes sur les autres, comme des allumettes géantes éparpillées par un enfant géant. Et au-dessus de ce chaos règne une grue gigantesque. Sa pince d'acier, semblable à la griffe d'un prédateur préhistorique, descend, saisit dans un grincement métallique une seule et unique grume, et la soulève dans les airs avec une facilité déconcertante. Un instant, elle reste suspendue, puis la grue la dépose avec fracas au début du convoyeur. La grume rampe lentement vers l'avant, et son voyage solitaire est un spectacle de force et de fatalité. Elle passe sous des jets d'eau qui la nettoient de la boue et des morceaux d'écorce, la préparant pour le moment le plus important. Et voilà qu'apparaît devant une arche brillant d'une lumière surnaturelle. C'est le scanner, la porte vers l'avenir. Des dizaines de faisceaux laser rouges parcourent la surface de la grume en mouvement, mesurant son diamètre, sa longueur, sa courbure, l'emplacement de chaque nœud. Le cerveau de l'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son fantôme numérique parfait, un modèle en 3 dimensions. Et à cet instant précis, alors que la grume avance encore, l'ordinateur a déjà scellé son destin.
Il a calculé la manière idéale de l'acier pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. Il sait déjà où passera la première coupe, ou la seconde, et en quoi se transformera chaque morceau de ce géant de la forêt. La grume approche lentement et de puissantes pinces hydrauliques la fixent, la préparant à la découpe. Avant de scier la grume, des scanners 3D la numérisent. L'ordinateur, en une fraction de seconde, crée son modèle numérique exact et calcule la manière idéale de la débiter pour obtenir le maximum de planches de la plus haute qualité. C'est ce qu'on appelle l'optimisation de la coupe. Grâce à cette technologie, le rendement en produit fini a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Et la scie qui coupe la grume n'est pas un simple disque. C'est une scie à ruban, fine comme une lame, qui réalise un trait de scie d'à peine 1 ou 2 mm d'épaisseur. C'est bien plus fin que les anciennes scies, ce qui signifie que beaucoup moins de bois précieux est transformé en sciure. Ces chiffres ne sont donc pas de simples données. C'est l'histoire de la manière dont les technologies modernes permettent de prendre le don de la nature et de l'utiliser avec une efficacité maximale, transformant chaque grume en une gamme complète de produits utiles. Maintenant, notre bloc Equarry arrive au cœur de la scierie, la scie multilame. C'est toute une batterie de scies circulaires, montées sur un même axe à une distance précisément définie les unes des autres. De puissants rouleaux d'alimentation poussent avec force notre lourd bloc à travers ce mur de lames rotatives. Dans un rugissement assourdissant qui fait vibrer le sol, des dizaines de scies mordent simultanément dans le bois. C'est comme un peigne géant passant à travers des cheveux. Sauf qu'à la place des cheveux, il y a du bois, et à la place des dents, des disques d'acier en rotation. En un seul passage, notre bloc massif se décompose en un paquet de planches fraîches, chaudes et encore humides. Ces planches fraîchement nées, ainsi que les doses, sont éjectées de l'autre côté et arrivent sur le convoyeur suivant où le tri les attend. Ici travaille un des personnes à l'œil incroyablement exercé. Les planches défilent devant eux, et en une fraction de seconde, ils évaluent la qualité de chacune, le nombre et la taille des nœuds, la présence de fissures, la courbure des fibres. D'un geste rapide, ils dirigent chaque planche vers son propre convoyeur, les meilleures sur une ligne, les moins bonnes sur une autre. C'est comme un tri postal, sauf qu'à la place des lettres, ce sont de lourds morceaux de bois de plusieurs mètres. Les planches qui ont passé le casting sont envoyées à la déligneuse. Ici, leurs bords irréguliers et couverts d'écorce sont coupés, leur donnant une forme parfaitement rectangulaire. Et ce n'est que maintenant que nous avons devant nous un produit familier, une planche parfaitement droite et rectangulaire. Mais elle est encore verte, humide et lourde, pleine de sève naturelle. Si on la laissait ainsi, elle se déformerait et se fissurerait. C'est pourquoi elle a rendez-vous avec l'étape finale, le séchage. Les planches sont empilées en hautes piles bien ordonnées, en intercalant chaque couche de fines lattes pour que l'air puisse circuler entre elles. Et ces piles gigantesques sont transportées par un chariot élévateur dans un séchoir. C'est une immense pièce hermétique, semblable à un sauna industriel. À l'intérieur, un ordinateur maintient un climat idéal, une température, une humidité et une vitesse de circulation de l'air spécifique. Ce processus peut durer de quelques jours à plusieurs semaines selon l'essence et l'épaisseur de la planche. L'air chaud extrait lentement et très délicatement l'humidité du bois, le rendant léger, solide et surtout stable. Et ce n'est qu'après cette longue et chaude méditation
que la planche est prête à quitter l'usine pour faire partie de la maison de quelqu'un. Les meilleurs deviendront de beaux parquets, des meubles élégants ou des cadres de fenêtres. Les plus robustes, mais plus simples, serviront à construire des ossatures de maisons, des chevrons de toiture et des clôtures. C'est la base à partir de laquelle est construit presque tout ce qui nous entoure.